Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 3 novembre 2023. Pour rappel, c'est un SmackDown qui a été préenregistré, donc ma review sera assez courte. Il n'y aura pas trop de choses à dire autour de SmackDown. En plus, il y aura Crown Jewel qui se déroulera ce soir, donc pas énormément de choses à dire. Tout a été dit dans les vidéos précédentes. On commence le show avec LA Knight qui vient nous faire une promo assez intéressante où il va nous dire que 1200 jours de règne, c'est très impressionnant. Mais ce qui va être encore plus impressionnant, c'est la vitesse à laquelle ces 1200 jours de règne vont se terminer. À ce moment-là, on a Roman Reigns qui va débarquer après que LA Knight a dit qu'il veut mettre un terme aux 3 ans de règne de Roman Reigns. Roman Reigns arrive dans le ring. Il nous dit qu'il va pas nous demander de le reconnaître comme d'habitude, parce que c'est déjà fait, puisque c'était préenregistré, donc il a fait une apparence plutôt dans le show la semaine dernière. Donc il ne nous demande pas de le reconnaître, mais il va commencer à parler d'LA Knight en disant que lui, Roman Reigns, il fait tout pour faire avancer le business, pendant que LA Knight, lui, il fait quoi pour ça? Il fait que reculer. Qu'est-ce qu'il fait? À part se faire acclamer par un public, le public qui acclame un cosplay redneck de son cousin. J'ai bien aimé cette phrase et je trouve que c'est un peu vrai, même si c'est plus complexe que ça. Hein. LA Knight, c'est pas vraiment un The Rock de l'ancien temps. Mais ça y ressemble énormément. On fait toujours les comparatifs entre LA Knight, The Rock, Steve Austin. Enfin bref, LA Knight, il a un petit peu ce côté ancien, ce côté années 80, années 90, 2000, assez ancien, Attitude Era, il a un petit côté Attitude Era, LA Knight, donc c'est assez sympa. Et LA Knight va terminer par dire que Roman Reigns pense qu'il est imbattable parce qu'il a battu tout le monde. Lui, LA Knight, il n'est pas venu pour mettre fin à son histoire comme certaines autres personnes. Lui, il est venu pour commencer son histoire, l'ère de LA Knight. À Crown Jewel, il va se cosplay en mec qui va botter le cul de Roman Reigns. Roman Reigns il prétend être la méga star parce qu'il a un titre, mais lui, il est devenu la méga star sans titre. Et à ce moment-là, on a les officiels qui viennent les séparer. Donc, un dernier bon face-à-face, on va dire, entre Roman Reigns et LA Knight. Je pense pas que la rivalité continuera bien plus après Crown Jewel, mais je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui peuvent se dérouler durant ce match et durant ce show dans la globalité. N'hésitez pas à aller voir mes pronostics si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, Kevin Owens, il a affronté Austin Theory. J'imagine qu'il affrontera Grayson Waller probablement la semaine prochaine. Le match n'a pas duré très longtemps. Il a duré plus ou moins 7 minutes. C'était pas très long, c'était pas incroyable. J'aime beaucoup Kevin Owens, vous le savez, mais Austin Theory, j'ai toujours du mal avec lui. On avait Grayson Waller qui était à la table des commentateurs. J'espère sérieusement que Kevin Owens ne va pas rester bloqué dans cette mid-card longtemps. Parce que si c'est pour le faire venir à SmackDown pour lui avoir des feuds contre Austin Theory, Grayson Waller, à la limite Grayson Waller ça pourrait être très divertissant. Mais Austin Theory, je vois pas grand chose. Je crois même qu'il avait fait une promo où on a diffusé une vignette un petit peu plus tôt dans la soirée où c'était assez désolant. Où on voit qu'il se débrouille pas trop bien. C'est compliqué pour Austin Theory. J'espère qu'il va vouloir, enfin, il va bien réussir à rebondir après tous ces échecs qu'on lui a donnés. Mallet Men's the Lake, c'est un échec. Son règne des États-Unis, c'est un échec. Le match contre John Cena, c'est un échec. Beaucoup d'échecs pour Austin Theory et c'est dommage. Vu le futur qu'on lui réservait, c'est un petit peu dommage. J'espère qu'il va réussir à rebondir. J'espère qu'il va réussir à redonner quelque chose d'original et pas rester dans son personnage agaçant qui fonctionne pas. On l'a vu, ça fonctionne pas trop. Même si à un moment donné c'était vraiment pas mal. Donc victoire de Kevin Owens qui remporte le match avec son stunner sans trop de soucis. Évidemment, fallait donner la victoire à Kevin Owens. Mais encore une fois, j'espère que par la suite Kevin Owens fera plus de choses parce que là c'est un peu dommage de le voir bloqué dans la mid-card alors que pour nous Kevin Owens c'est vraiment un top guy qui mériterait d'aller chercher les titres mondiaux. C'est pour ça que la décision de le mettre du côté de SmackDown, il va falloir vite agir pour que ce soit pas trop ridicule. Enfin bref, juste après ça, on a pas mal de segments backstage. J'ai déjà un premier segment backstage où on a Bianca Belair qui se fait attaquer par Damage Control. On a eu plusieurs autres segments backstage avec Damage Control. On a aussi un autre segment backstage où Logan Paul il vient parler, enfin il croise les Street Profits et Bobby Lashley en backstage. Et on aura aussi B-Fab de Hitro qui va vouloir parler à Bobby Lashley. Ça me fait peur un petit peu parce que Ashante Diadonis n'est pas avec elle, donc peut-être que lui il a été abandonné et va se faire licencier prochainement comme top de là. Mais je sais pas, ça peut être intéressant en vrai. J'avais pas pensé à B-Fab dans ce clan de Bobby Lashley, mais si ça peut faire quelque chose d'intéressant sans être trop brouillon ou trop élargi, je pense que ça peut être une bonne chose et il faudrait tenter le coup avec B-Fab et peut-être Ashante Diadonis. Ensuite, on a un tag team match entre Piper Niven et Chelsea Green en équipe. C'est pas un match pour le titre. Qui affronte Shotzi et Charlotte Flair. Le match n'était pas incroyable non plus. Hein. C'était vraiment pas très long. 2 minutes 58, donc 3 minutes de match. C'est pas long du tout. On a Shotzi et Charlotte Flair qui sont toujours en équipe. Je sais pas pourquoi, c'est la nouvelle équipe. J'ai l'impression que la WWE a écouté un petit peu les fans par rapport à leur mécontentement de voir toujours Charlotte Flair dans la title picture. Là, elle s'est fait battre par Io Sky il y a quelques semaines.
Et depuis, elle apparaît plus dans la title picture. Elle est en équipe avec Shotzi. Je suis pas sûr que c'est une bonne chose pour elle d'être en équipe avec Shotzi, mais je crois que Charlotte Flair elle a signé un contrat de 5 ans avec la WWE. Enfin, du moins, elle a renouvelé son contrat de 5 années de plus. Il y a pas mal de fans qui se questionnaient par rapport à sa situation, vu que Ric Flair il a signé avec la Elite Wrestling et Andrade est toujours à la Elite Wrestling jusqu'à 2024. Donc, pas mal de fans se questionnaient, se disaient peut-être que Charlotte Flair se dirigera vers l'Elite Wrestling, mais bon, apparemment, elle a signé à 5 ans de plus à la WWE et je pense pas que c'était un souhait de Charlotte Flair de quitter la compagnie, mais en vrai, je trouve ça bien qu'elle aide Shotzi en étant en équipe avec elle, mais je suis pas sûr qu'une équipe Shotzi Charlotte Flair c'est ce qui fonctionne le mieux. Je pense que Charlotte Flair c'est bien en solo, tu peux la construire en solo face à d'autres adversaires pour l'aider à pousser d'autres adversaires vers le haut, mais l'équipe, je suis pas fan. Je suis pas fan de l'équipe et ça fait un petit moment que elles sont déjà en train de collaborer, mais en tout cas victoire de Shotzi et Charlotte Flair, un truc que j'aime pas non plus, hein. Tu donnes la défaite aux championnes, même si c'est Chelsea Green qui est en face, et Chelsea Green c'est un petit peu son personnage. Pour moi, une championne, un champion, peu importe, que ce soit par équipe, solo, mid-card, peu importe, il doit remporter ses matchs même quand les titres ne sont pas en jeu, et c'est important. Ensuite, on a eu un dernier face-à-face entre Solo Sikoa et John Cena que j'ai énormément apprécié. J'ai beaucoup apprécié parce que John Cena, il a cuisiné Solo Sikoa. Il a joué sur le fait que Solo Sikoa, il parle pas pendant plus d'un an et que au moment où il parle ce soir face à lui, il lui réserve quelque chose de très médiocre. Alors que John Cena, lui, il a sa voix cassée. Il a très bien joué la voix cassée à cause de Samoan Spike qui s'est pris la semaine dernière de Solo Sikoa. Et il dit que même avec cette voix cassée, il peut le cuisiner en même pas 90 secondes. Et c'est ce qu'il va faire en disant que Solo Sikoa, c'est une version cheap de Taz, qui est actuellement à la Elite Wrestling, le commentateur. Enfin, le commentateur, il n'est pas connu pour être commentateur, mais je pense que vous connaissez Taz. Et à ce moment-là, du coup, John Cena il lâche le micro et il s'en va. Il a très bien cuisiné Solo Sikoa, c'était sympa. Hâte de voir leur match à Crown Jewel. Enfin, pas hâte non plus comme un fou, hein. Je pense pas que ça va être incroyable. Mais je pense que ça peut être un match sympa et cool à regarder. En backstage, on retrouve encore une fois Damage Control qui se font rejoindre par Nick Aldis. Enfin, plutôt, elles viennent voir Nick Aldis. Qui leur annonce que Dakota Kai et Io Sky seront bannis du ringside pendant le match du main event ce soir. Puisque dans le main event, on aura Billy qui affrontera Bianca Belair pour un énième rematch. Mais bon, c'était sympa, donc ça va. Ensuite, un autre match en tag, on a Priscilla qui affronte les Brawling Brutes dans un Donick Brook Rules match. Je sais plus c'est quoi le nom du truc. En gros, c'est un street fight match. Ou peu importe, sauf qu'il y a des tonneaux de bière. Le match était très très sympa, le match était vraiment très bien, malheureusement il n'a pas duré très très longtemps, mais franchement le match était bien. Pour un match télévisé par équipe, je trouve que c'était vraiment pas mal. 12 minutes 30 de match, c'est limite le match le plus long de la soirée, après le main event. On a eu des moments intéressants avec plusieurs catcheurs qui passent à travers la table. À la fin du match, on a Elton Prince ou Kit Wilson, un des deux, peu importe, le blond je crois, qui a pris un verre de glace, de glace. C'est parce que j'ai le mot verre en anglais dans ma tête. Un verre de verre, du coup, qui va l'éclater sur la tête, je crois, de Pete Dunne, enfin Butch. Et à ce moment-là, du coup, ça va donner la victoire à Presidelli qui vont faire passer Butch à travers la table. Victoire de Presidelli, c'est une très bonne décision de leur donner la victoire. Je pense que c'est une équipe qui mérite les victoires pour se mettre un petit peu plus en avant. Mais à côté de ça, on a Butch, Pete Dunne qui est en train de teaser à côté de ça sur les réseaux sociaux le retour de Pete Dunne. Et j'espère que la WWE va le faire avant qu'il soit trop tard parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose à faire. Même si ça fonctionnerait pas dès le départ parce que le public va pas être adapté directement au style de Pete Dunne où ils seront habitués à Butch, le public mainstream je parle. Je pense que c'est une bonne chose à faire et on pourrait peut-être même l'année prochaine du côté de WrestleMania où petit à petit tu ferais la transition de Pete Dunne Butch pour que Pete Dunne aille du côté d'un titre mineur. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je pense pas que ce soit le bon moment actuellement, mais une fois qu'il sera séparé de Sheamus Ridgeland, je pense que ça pourrait être une bonne chose. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui disent que Sheamus peut-être qu'il serait sur la fin avec la WWE parce qu'il a été retiré du Titantron ou peu importe du clip de, des Brawling Brutes. Je pense pas personnellement. Je sais qu'il s'était blessé récemment et il prend du temps à se remettre bien parce qu'on sait que Sheamus a eu pas mal de soucis physiques. Je pense pas qu'il quittera la WWE de sitôt. Et puis s'il a envie de quitter la WWE, bah, il quittera la WWE, il n'y a pas de souci avec ça. Entre temps, on a aussi Paul Heyman qui demande à Nick Aldis, je crois, de ramener pas mal de staff médical pour Crown Jewel parce que LA Knight en aura très très besoin. Intéressant, même si c'est pas. Je pense pas non plus que LA Knight va se faire amocher pendant le match face à Roman Reigns, mais intéressant de le mentionner. Entre temps, juste avant le main event, on a aussi la pesée entre Logan Paul et Rey Mysterio. J'ai pas trouvé ça hyper intéressant, donc je vais résumer ça très rapidement. En plus, une pesée entre deux mecs qui n'ont pas du tout la même taille ni le même poids, c'est ridicule et encore plus ridicule quand c'est pour du catch et pas
un sport de combat tel que la boxe ou le MMA. Je trouve que c'est ridicule. On a, je crois, Logan Paul qui fait 97 kilos et Rey Mysterio qui fait 79 kilos. Je m'adapte hein, à votre langue française, hein, 79 de 97. J'essaye de m'adapter. Mais du coup, voilà, c'était pas hyper intéressant ce face. C'était plus un face à face qu'une pesée, je trouve, parce qu'on aura Rey Mysterio à la fin qui va mettre un coup de poing, je crois, ou une gifle à Logan Paul. C'était le seul moment intéressant de ce segment-là, même si c'était pas hyper intéressant non plus. C'est juste, je sais pas pourquoi, dès qu'ils arrivent du côté de Crunchyroll, ils ont les idées qui chamboulent, la WWE, ils décident de faire des face à face, alors qu'ils en font jamais tout au long de l'année avant les pay-per-view. Je trouve ça ridicule et inutile. La semaine prochaine, on aura Bobby Lashley contre Carlito, intéressant à savoir, ça pourrait être un match intéressant, plutôt un match old school, puisqu'on a deux catcheurs qui ont commencé leur carrière à la WWE il y a très très longtemps maintenant et qui sont toujours là, donc intéressant. Et on termine le show évidemment avec Bayley contre Bianca Belair, match de 13 minutes, match le plus long de la soirée. Le match était sympa, mais sans plus, je dirais. C'est plutôt Bianca Belair qui a marqué le coup dans ce match en fouettant Bayley avec ses cheveux, enfin ses faux cheveux, j'imagine. Elle va remporter le match évidemment avec son KOD pour la victoire. Très dommage pour Bayley qui enchaîne pas trop les victoires ces derniers temps. Elle n'est pas construite très très forte, c'est un petit peu dommage pour elle. J'aimerais bien que Bayley revienne un petit peu au top. Vous savez mon avis sur Bayley, c'est ma catcheuse préférée de tous les temps. Mais c'est pas cette version-là de Bayley que je préfère personnellement. J'ai ma voix qui part d'ailleurs. Mais du coup, victoire de Bianca Belair qui remporte le match. Et après le match, elle va enchaîner en mettant un KOD à Bayley à travers la table des commentateurs. Ce qui va, à mon avis, frustrer Bayley puisque elle n'a pas pu se faire sauver par Damage Control puisqu'elles étaient bannies du ringside. Et à mon avis, c'est ce qui va faire parler ces prochaines semaines. J'espère du fond de mon cœur que Yosuke va pas drop son titre face à Bianca Belair ce soir. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que ça ressemble plutôt à une fin de règne pour Yosuke et c'est un petit peu dommage. J'espère pas, mais je pense qu'on se dirige vers ça. Donc voilà, c'est comme ça que se termine ce show. Donnez-moi votre avis par rapport à ce SmackDown préenregistré dans les commentaires. On se retrouve, je dirais pas ce soir, parce qu'à mon avis, j'aurai pas le temps de faire ma review de Crunchyroll ce soir, puisque le show risque de se terminer vers 22h, 23h. Mais logiquement, dimanche, donc demain, on se retrouvera pour ma review de Crunchyroll, où je vous donnerai mon avis sur le show dans la globalité. D'ici là, je dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant qu'il y a eu catch à l'espoir. Bisous bisous.